Chapitre 1. La vie parfaite. Vincent Hartley s'était toujours enorgueilli de sa capacité à décrypter les gens. C'est ce qui avait fait sa réussite dans sa vie antérieure, avant qu'il ne choisisse de disparaître dans l'anonymat de la banlieue. À 42 ans, il n'était rien de plus qu'un simple cadre supérieur des opérations chez Pinac Logistique, une entreprise appartenant à son beau-frère, Roger DeWitt. Pour ses voisins de Cedar Falls, il n'était qu'un visage parmi d'autres, un homme discret qui gardait sa pelouse impeccable et son passé enfoui. Sa femme, Crystal, avait été le prix qu'il pensait avoir gagné. Blonde, ambitieuse et à la langue bien pendue, elle l'avait captivé 8 ans plus tôt, lors de leur rencontre à un gala de charité. Elle prétendait aimer sa nature mystérieuse, même si Vincent la soupçonnait d'être davantage attiré par le train de vie généreux qu'il lui offrait. Roger, son jeune frère, avait proposé le poste à Vincent peu après leur mariage. Un geste que Vincent réalisait désormais calculé dès le départ. Leur maison de style tutorat à Maple Ridge était le domaine de Crystal. Elle la décorait de meubles coûteux et organisait des dîners qui impressionnaient leur entourage. Vincent jouait parfaitement son rôle, le mari dévoué qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa magnifique épouse. Mais ces derniers temps, il avait remarqué des changements subtils. Les soirées tardives de Crystal à la salle de sport, la façon dont elle surveillait son téléphone, les regards entendus échangés entre elle et Roger lors des réunions de famille. L'instinct de Vincent, aiguisé par des années passées dans un monde bien plus sombre, commença à s'éveiller. Il commença à prêter attention aux petits détails. Relevé de cartes de crédit, relevé téléphonique, kilométrage de la BMW de Crystal. Il découvrit un réseau de tromperie plus profond qu'une simple infidélité. Crystal ne le trompait pas seulement. Elle démantelait systématiquement sa vie avec une précision chirurgicale, aidée par son frère et son amant, un homme que Vincent n'avait jamais soupçonné, mais dont l'identité allait bientôt le bouleverser profondément. La révélation survint un mardi soir d'octobre. Vincent avait installé un petit enregistreur dans la voiture de Crystal après avoir remarqué qu'elle avait rendez-vous à l'hôtel Riverside. La conversation qu'il capta fut un véritable exemple de trahison. Les papiers du divorce étaient prêts. La voix de Crystal était nette malgré les parasites. Roger le licenciera demain, et d'ici vendredi, Vincent sera servi. Mon avocat dit qu'on peut tout lui confisquer. La maison, ses économies, même sa retraite. La voix masculine qui répondit était douce et assurée. Et vous êtes sûr qu'il ne se doute de rien? Il a toujours semblé observateur. Crystal rit, un rire qui glaça le sang de Vincent. Vincent, s'il vous plaît. C'est un inconnu d'âge moyen qui croit vivre le rêve américain. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Vincent était assis dans son bureau, l'enregistrement en boucle tandis qu'il fixait le mur. Ils ignoraient totalement à qui ils avaient affaire. Crystal et Roger le voyaient comme un mouton à abattre, mais ils allaient apprendre que certains loups sont très doués pour se déguiser en mouton. Chapitre 2. La trahison. L'évaluation annuelle chez Pinac Logistique était prévue pour 14 heures un mercredi. Vincent arriva au bureau de Roger, vêtu de son habituel pantalon kaki repassé et de sa chemise boutonnée. L'image même de la médiocrité en entreprise. Roger était assis derrière son bureau en acajou, levant à peine les yeux de son ordinateur lorsque Vincent entra. « Ferme la porte, Vincent », dit Roger, d'un ton déjà différent de leurs interactions habituelles. La fausse chaleur des réunions de famille avait disparu, remplacée par un professionnalisme froid. Vincent obéit, puis s'assit en face du bureau de Roger. Il s'était préparé à ce moment, mais jouer le rôle de la victime sans méfiance exigeait un dosage minutieux. « Comment va Crystal » demanda Roger. Un sourire narquois se dessina au coin de ses lèvres. « Elle va bien. J'ai hâte à notre anniversaire le mois prochain », répondit Vincent en étudiant la réaction de Roger. Le sourire narquois de Roger s'élargit. « À ce propos, Vincent, je vais droit au but. Nous vous licencions. Coupe budgétaire. » Les mots flottaient dans l'air comme une condamnation à mort. Vincent laissa s'exprimer sur son visage le choc, la confusion, puis la douleur. Coupe budgétaire, mais Roger, l'entreprise se porte mieux que jamais. Les rapports trimestriels. Les décisions ont été prises. Roger se renversa dans son fauteuil, visiblement ravi. Je t'accorderai 2 semaines d'indemnité de départ et une bonne recommandation. Considère ça comme un service familial. Les mains de Vincent tremblaient légèrement. Une démonstration d'émotion calculée. Roger, je ne comprends pas. Ça fait 8 ans que je travaille ici. 8 ans de loyauté envers toi et cette entreprise. Loyauté. Roger rit.
Vincent, tu es au mieux un employé moyen. Nous avons besoin de personnes visionnaires et motivées, pas de quelqu'un qui se contente de vivre sa vie sans rien faire. L'insulte était délibérée, destinée à briser le moral de Vincent avant que le coup ne porte. Vincent joua son rôle à la perfection, les épaules affaissées tandis qu'il digéra son licenciement. « Je dois appeler Cristal », dit Vincent en attrapant son téléphone. « En fait », dit Roger en glissant une carte de visite sur le bureau. « Tu ferais peut-être mieux d'appeler un avocat. » L'avocat de Cristal. « En fait, on dirait qu'elle a des papiers pour toi. » Vincent fixa la carte, puis Roger. « De quoi parles-tu ?»« Des papiers de divorce. »« Vincent, elle te quitte. Elle le prépare depuis des mois. » La cruauté de Roger était presque artistique par sa précision. Elle se dit qu'il serait plus facile de gérer les deux mauvaises nouvelles d'un coup, la rupture nette et tout le reste. La pièce tournoyait autour de Vincent tandis qu'il digérait cette destruction orchestrée de sa vie. Il savait que cela allait arriver, mais la brutalité désinvolte le frappait encore. Ces gens avaient planifié sa destruction comme une opération militaire. « Pourquoi ?» chuchota Vincent d'une voix à peine audible. Roger haussa les épaules. « Pourquoi pas? Tu n'as jamais vraiment été à ta place, Vincent. Cristal mérite mieux qu'un moins que rien qui a atteint le sommet du management intermédiaire. Elle mérite quelqu'un avec une réelle ambition. » Vincent se leva lentement, les jambes tremblantes. « 8 ans, répéta-t-il. 8 ans pendant lesquels Cristal a fait semblant de t'aimer, dit Roger avec une satisfaction acerbe. 8 ans pendant lesquels tu as cru appartenir à notre monde. Admets-le, Vincent. Tu n'as toujours été qu'un remplaçant. » Vincent marcha vers la porte d'une voix chancelante, puis s'arrêta. « Tu as raison sur un point, Roger. Je n'ai jamais vraiment été à ma place. » Il se retourna, et l'espace d'un instant, Roger vit une lueur dans les yeux de Vincent. Quelque chose de froid et de dangereux. Mais d'un autre côté, toi non plus. L'instant passa et Vincent disparut, laissant Roger avec un frisson inexplicable dans le dos. Chapitre 3. Les préparatifs. Les mains de Vincent tremblaient lorsqu'il inséra la clé dans sa porte d'entrée, mais ni de chagrin ni de choc. Le tremblement provenait de la rage, une fureur froide et calculatrice qu'il avait gardée enfouie pendant 8 ans. En entrant dans la maison qui avait été son sanctuaire, il trouva Cristal dans la chambre principale, rangeant méthodiquement ses affaires dans des valises. Elle leva les yeux à son entrée, le visage glacial et déterminé. « Bien, tu es à la maison. Il faut qu'on parle, n'est-ce pas ?» La voix de Vincent était ferme maintenant. Le spectacle terminé. Cristal se redressa, lissant ses cheveux blancs. « Vincent, ce n'est pas personnel. Nous nous sommes éloignés. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à la hauteur de mes ambitions. Quelqu'un qui comprenne ce que j'attends de la vie. Et ce que tu veux, c'est quelqu'un qui ne soit pas moi. » Exactement. Elle lui tendit une enveloppe Kraft. Les papiers du divorce. « Mon avocat te recommande de prendre ton propre avocat, mais honnêtement, c'est assez simple. Je garde la maison. Et mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de tout le reste. » Vincent ouvrit l'enveloppe et parcourut les documents. Les exigences étaient d'une audace stupéfiante. Pas seulement la moitié de ses biens, mais la pension alimentaire, la maison, et même ses comptes de retraite. « C'est tout, Cristal. Je me retrouverai sans rien. »« Tu trouveras. Tu trouves toujours. » Elle désigna les valises. « J'ai fait tes valises. Il y a un motel sur la route 9 qui loue à la semaine. Ça te laissera le temps de trouver quelque chose de plus convenable. » Le mot convenable flotta dans l'air comme une claque. Vincent posa les papiers sur la commode et regarda sa femme. Il la regarda vraiment. La femme qu'il avait aimée, nourrie, protégée. La femme qui le rejetait comme le journal d'hier. « Il y a quelqu'un d'autre, dit-il. » Ce n'était pas une question. Le masque de Cristal glissa un instant, révélant une pointe de culpabilité. « Ça n'a rien à voir avec notre situation, n'est-ce pas? 8 ans de mariage, et tu les gâches pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plutôt pertinent. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire, Vincent. » La voix de Cristal prit un ton d'avertissement. « Signez les papiers. Prenez vos affaires, et finissons-en poliment. » Vincent prit une des valises et en vérifia le poids. « Tu sais ce qui est drôle, Cristal? Roger et toi pensez me connaître. Tu me prends pour une pauvre minable quinquagénaire qui va se laisser faire, pas vrai? » La cruauté dans sa voix était à couper le souffle. Vincent sourit alors, une expression qui n'atteignit pas ses yeux. « Eh bien, voyez. » Tandis qu'il chargeait ses affaires dans sa voiture, l'esprit de Vincent était déjà en ébullition. Cristal et Roger avaient commis leur première erreur. Ils l'avaient sous-estimé.
Leur deuxième erreur avait été de supposer qu'il avait construit sa vie confortable par des moyens légitimes. La vérité était bien plus complexe et bien plus dangereuse. Vincent Hartley n'avait pas toujours été Vincent Hartley. Avant Cedar Falls, avant Pinnacle Logistique, avant Crystal, il était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui comprenait que dans certains milieux, la trahison était passible de la peine capitale. Alors qu'il quittait la maison qui avait été sa prison, Vincent prit son téléphone et composa le numéro qu'il n'avait pas appelé depuis près de 10 ans. « Marcus, c'est Vincent, » dit-il lorsque l'appel fut établi. « J'ai une faveur à vous demander. » Une grande faveur. La voix à l'autre bout du fil était amusée et grincheuse. « Eh bien, le fantôme est de retour. De quoi as-tu besoin, mon vieil ami? Des informations, des ressources, et peut-être quelques membres de l'ancienne équipe, s'il en reste encore. Ce genre de faveur a un prix, Vincent. Tu sais que le sourire de Vincent était froid comme l'hiver. Ne t'inquiète pas pour le prix, Marcus. Je vais bientôt gagner de l'argent. Chapitre 4. L'identité. La chambre de motel Bon Marché sur la route 9 remplissait parfaitement son rôle. C'était exactement ce que Crystal et Roger attendaient de la situation précaire de Vincent. Alors qu'il le croyait s'apitoyer sur son sort, Vincent orchestrait en réalité l'opération la plus complexe de sa carrière. L'homme qui répondit à l'appel de Vincent, Marcus Torino, arriva au motel un jeudi soir pluvieux. Il était plus âgé maintenant, grayé, mais son regard conservait l'intelligence vive qui avait fait de lui l'un des courtiers en information les plus redoutés de la côte. Vincent avait beaucoup travaillé avec lui dans sa vie antérieure avant de décider de disparaître dans l'anonymat de la banlieue. « Tu as l'air doux, Vincent » dit Marcus en s'installant dans l'unique fauteuil de la pièce. « La vie de famille vous convient ?» Jusqu'à récemment. Vincent se servit 2 verres de whisky d'une bouteille achetée spécialement pour cette réunion. « Dites-moi ce que vous avez trouvé. » Marcus sortit une tablette et parcourut plusieurs écrans. « L'amant de votre femme est un choix intéressant. Trevor Kellerman, 38 ans, travaille dans l'immobilier commercial. Divorcé depuis 2 ans, il verse une pension alimentaire à son ex-femme et une pension alimentaire pour ses jumelles. Il fréquente Crystal depuis environ 6 mois. Comment se sont-ils rencontrés? Kellerman représentait un client intéressé par un bien immobilier que votre beau-frère vendait. Ils se sont rencontrés lors d'un lancement d'entreprise. Crystal était là pour jouer les hôtesses. D'après mes sources, la liaison a commencé la même semaine. Vincent assimila cette information sans changer d'expression. Quoi d'autre? Kellerman a des problèmes financiers. Le divorce l'a ruiné, et ses transactions immobilières n'ont pas été aussi lucratives qu'il l'espérait. Il est en retard dans le paiement de sa pension alimentaire et son associé menace de dissoudre leur entreprise. Donc, il est désespéré. Ce qui le rend parfait pour le plan de votre femme. Elle a un amant qui dépend entièrement d'elle, et il a accès à vos biens grâce à l'accord de divorce. Vincent hocha la tête. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Et Roger? Le visage de Marcus s'assombrit. C'est là que ça devient intéressant. Votre beau-frère détourne des fonds de sa propre entreprise depuis 2 ans. De petites sommes au début, mais la situation s'est aggravée. Il a transféré près de 300 000 $ sur des comptes offshore. Il se vole lui-même. Pas exactement. Pinnacle Logistique a plusieurs associés silencieux, des investisseurs qui voulaient une part du secteur du transport sans les tracas des opérations quotidiennes. Rogers a détourné leurs dividendes et les a dissimulés sous une comptabilité fictive. Vincent sourit froidement. Combien de temps avant qu'ils ne s'en rendent compte? Je suppose que ce sera lors du prochain audit trimestriel, prévu pour le mois prochain, à moins que quelqu'un ne les prévienne plus tôt. Et Crystal, qui est au courant du détournement, doit le faire. Elle l'aide à transférer l'argent. Il compte te mettre le blâme sur le dos. Si quelqu'un commence à poser des questions, ton accès au système financier, tes récents problèmes de performance, ton divorce amer, tout cela fait un bouc émissaire parfait. Vincent posa son verre, son esprit s'interrogeant déjà sur les implications. Ils ne se contentent pas de détruire ma vie. Ils me font porter le chapeau de leurs crimes. C'est même brillant, d'une manière tordue. Tu disparais dans la pauvreté et la disgrâce. Ils disparaissent avec l'argent. Table rase pour tout le monde sauf toi. Tout le monde sauf moi, répéta doucement Vincent. Marcus, j'ai besoin que tu creuses plus profondément. Je veux tout savoir sur Trevor Kellerman, ses finances, ses habitudes, ses faiblesses. Je veux connaître les commanditaires de Roger, leurs antécédents, leur tempérament, et je veux connaître les plans de Crystal pour l'argent. Marcus rassembla ses documents. Ça va te coûter cher,
Vincent. Je t'avais dit de ne pas t'inquiéter pour l'argent. Le sourire de Vincent était prédateur. En fait, je suis sur le point de résoudre nos deux problèmes. Chapitre 5. Le piège. 3 jours plus tard, Vincent était assis dans sa voiture de location devant l'hôtel Riverside, regardant la Mercedes argentée de Trevor Kellerman se garer sur le parking. À travers ses jumelles, il pouvait voir Crystal attendre dans le hall, vêtue d'une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Vincent avait passé les 72 dernières heures à tout apprendre de la vie de Trevor Kellerman. L'homme était prévisible. Même routine sportive, même restaurant, même rendez-vous l'après-midi avec des clients potentiels. Plus important encore, il était désespéré. Son ex-femme menaçait de le poursuivre en justice pour non-paiement de pension alimentaire, et son associé le pressait de lui trouver plus de clients ou de dissoudre leur partenariat. Ce désespoir allait devenir la meilleure arme de Vincent. Vincent passa un coup de fil. « Madame Kellerman, ici Vincent Hartley. Je crois que votre ex-mari vous a raconté des anecdotes sur l'amélioration de sa situation financière. » La voix de la femme était sèche, amère. « Qui est-ce ? » « Quelqu'un qui a des informations sur les pratiques comptables créatives de Trevor. Je pense que nous devrions nous rencontrer. » 1 heure plus tard, Vincent était assis en face de Diana Kellerman dans un café du centre-ville. C'était une jolie femme d'une trentaine d'années, le regard fatigué et le sang-froid fragile de quelqu'un qui a été trop souvent déçu. « Trevor a arrêté de payer sa pension alimentaire il y a 3 mois, dit-elle en remuant son café avec agitation. Il dit que son entreprise est en difficulté, mais il vient d'acheter une nouvelle voiture et a emmené sa petite amie à Paris. Sa petite amie est ma femme, dit Vincent doucement. Diana leva les yeux brusquement. Votre femme, bientôt ex-femme. Il prévoit de divorcer et de prendre la moitié de mes biens. Votre ex-mari semble croire que ça va résoudre tous ses problèmes financiers. Quel salaud! La voix de Diana était venimeuse. Il me laisse élever seul nos filles. Il prétend ne pas avoir les moyens de payer la pension alimentaire et s'enfuit avec une femme mariée. Vincent glissa un dossier en papier Kraft sur la table. Voici des copies des documents financiers de Trevor. Relevés bancaires, reçus de cartes de crédit, notes de frais de voyage. Je pense que vous les trouverez très intéressantes. Diana ouvrit le dossier, les yeux écarquillés en parcourant les documents. Il déclara au tribunal qu'il avait du mal à joindre les deux bouts. Cela montre qu'il avait dépensé 4 000 $ en bijoux rien que le mois dernier. Des bijoux pour ma femme, je suppose. La voix de Vincent était neutre. Diana, je vais détruire Trevor Kellerman. Je vais lui prendre tout ce qu'il a et le laisser sans rien. Mais j'ai besoin de ton aide. Que veux-tu que je fasse? Déposer une plainte pour outrage au tribunal? Montrer ces documents à ton avocat? Faire de Trevor un enfer avec la justice pendant que je m'occupe de lui sous un autre angle? Diana referma le dossier. Sa décision fut prise. Quoi d'autre? Vincent sourit. Il y a plus. L'associé de Trevor, Gary Morrison, n'est pas au courant de la liaison. Il pense que Trevor a été distrait par des problèmes personnels, mais il n'en connaît pas les détails. Je pense que Gary mérite de connaître la vérité sur les priorités de son associé. Tu veux que je le lui dise? Je veux que tu lui montres ses documents financiers. Qu'il tire ses propres conclusions sur l'engagement de Trevor envers leur entreprise. Le sourire de Diana était tranchant comme une lame. Considérez cela comme fait. Alors que Vincent retournait à son motel, il ressentit la satisfaction familière d'un plan qui se mettait en place. Crystal et Trevor pensaient jouer aux échecs. Mais Vincent jouait à un jeu bien plus complexe. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils n'avaient pas passé 8 ans dans l'ombre de la banlieue par faiblesse ou simplicité. Ils s'étaient cachés parce qu'il était dangereux. Le lendemain matin, Vincent reçut un SMS de Diana. « Gary souhaite vous rencontrer. Il est très intéressé par vos informations sur les pratiques commerciales de Trevor. » Vincent sourit. Le piège était tendu et la proie fonçait droit dedans. Chapitre 6. La révélation. Gary Morrison était un homme trahi. Vincent le voyait dans ses yeux, assis à l'arrière d'un restaurant faiblement éclairé du centre-ville. Le genre d'endroit où l'on concluait des affaires et où l'on échangeait des secrets. 20 ans, dit Gary, la voix chargée d'émotion. 20 ans que je suis associé avec Trevor. Il a monté cette entreprise à partir de rien, et il me ment depuis des mois. Vincent sirotait son café en observant le vieil homme. Gary avait la cinquantaine, réussi mais pas riche, le genre de personne qui avait travaillé dur pour tout avoir. Apprendre que son associé avait investi de l'argent dans une liaison tout en prétendant que l'entreprise était en difficulté avait complètement brisé sa confiance. Rien que les frais de voyage,
continua Gary en fouillant dans les documents fournis par Vincent. 10 000 $ ces 3 derniers mois. Paris, New York, des week-ends en station de ski, et je travaille 16 heures par jour pour nous maintenir à flot. C'est pire, dit Vincent doucement. Trevor a utilisé les ressources de l'entreprise pour impressionner ma femme. La Mercedes qu'il conduit, du moins grâce à votre entreprise, les dîners coûteux, les bijoux, même les chambres d'hôtel. Tout cela vient de votre partenariat. Le visage de Gary s'éclaira. Ce fils de pute, je lui faisais confiance. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Vincent se pencha en avant, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Trevor et ma femme n'ont pas seulement une liaison. Ils prévoient de me prendre tout pour le divorce. Et Trevor compte sur cet argent pour sauver sa situation financière. Il a promis à Crystal qu'il pourrait subvenir à ses besoins une fois, mais bien liquidés. Il utilise votre divorce pour résoudre ses problèmes professionnels. Exactement. Et si ce plan échoue, que pensez-vous qu'il adviendra de votre partenariat? Trevor est déjà au plus mal. Combien de temps avant qu'il ne commence à considérer vos actifs professionnels comme sa tirelire personnelle? Gary déposa les documents, les mains légèrement tremblantes. Que attends-tu de moi, Vincent? Je veux que tu dissolves le partenariat. Force Trevor à racheter ta part de l'entreprise ou à vendre ta moitié à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, couple des ressources qu'il utilise pour financer sa liaison. Cela le détruirait financièrement. Oui, ça le détruirait. Le sourire de Vincent était froid. Mais ce n'est que le début. Gary observa Vincent attentivement. Tu n'es pas juste un mari cocu en quête de vengeance, n'est-ce pas? Il se passe autre chose. Vincent hocha lentement la tête. Si. Et si vous m'aidez, je veillerai à ce que vous soyez dédommagé pour vos efforts. Plus que dédommagé. De quel genre de dédommagement parlons-nous? Vincent glissa une carte de visite sur la table. Appelez ce numéro. Demandez Marcus Torino. Dites-lui que Vincent vous envoie et que vous êtes intéressé par des opportunités immobilières à venir. Gary regarda la carte avec méfiance. Quel genre d'opportunité? Celle qui se présente lorsque certaines personnes perdent tout ce qu'elles possèdent. Vincent se leva, laissant un billet de 50 $ sur la table. Gary, dans environ 2 semaines, Trevor Kellerman sera complètement détruit professionnellement, financièrement et personnellement. Quand cela arrivera, il y aura des propriétés et des opportunités commerciales très intéressantes à saisir. Soit vous en faites partie, soit vous sombrez avec lui. En s'éloignant, Vincent sentit le regard de Gary le suivre. L'homme était assez intelligent pour reconnaître une opportunité quand il en voyait une et assez désespéré pour la saisir. Le téléphone de Vincent vibra, un SMS de Marcus. Les commanditaires souhaitent se rencontrer. Ils sont très intéressés par vos informations sur la comptabilité novatrice de Roger. Vincent sourit. La situation commençait à s'effondrer et Crystal et ses complices ignoraient ce qui les attendait. Chapitre 7. La confrontation. La rencontre eut lieu dans une salle à manger privée du Continental Club, le genre d'établissement où l'élite de Cedar Falls menait ses affaires les plus délicates. Vincent arriva 15 minutes en avance, observant les 3 hommes qui allaient bientôt tenir le destin de Roger Dwight entre leurs mains. William Prescott était un homme d'affaires de longue date, une fortune de 3e génération bâtie sur l'industrie manufacturière et l'immobilier. Sa famille investissait dans des entreprises de transport depuis des décennies, les considérant comme des sources de revenus stables et fiables. Harold Vance était un homme d'affaires plus récent, un entrepreneur technologique qui s'était diversifié dans les industries traditionnelles. Le 3e homme, Anthony Delacroix, était le plus dangereux, un homme d'affaires aux relations qui s'étendaient jusque dans les zones grises du commerce. Vincent avait fait ses devoirs sur les 3. Ce n'étaient pas des hommes qui toléraient le vol de leurs investissements. Monsieur Hartley, dit Prescott tandis que Vincent prenait place. Marcus nous informe que vous détenez des informations inquiétantes concernant notre investissement dans Pinnacle Logistique. Je les ai. Vincent posa un épais dossier sur la table. Roger D détourne systématiquement vos dividendes depuis 2 ans. Le montant total s'élève à environ 320 000 $. La température dans la pièce semblait avoir chuté de 10 degrés Celsius. Vance se pencha en avant, l'air terriblement sérieux. C'est une accusation très grave. De plus, elle est parfaitement documentée. Vincent ouvrit le dossier, révélant des relevés bancaires, des relevés de virements et des écritures comptables codées. Roger a créé un système complexe de fausses factures et de dépenses gonflées pour couvrir le vol. Il a transféré l'argent via des comptes offshore, se préparant à disparaître avec.
Delroy prit la parole pour la première fois, d'une voix douce mais menaçante. Comment avez-vous obtenu cette information? Roger est mon beau-frère. Était mon beau-frère. J'ai travaillé pour lui jusqu'à récemment et j'avais accès au système financier. Lorsque j'ai découvert ce qu'il faisait, j'ai commencé à tout documenter. Pourquoi nous apporter cela? Demanda Prescott. Pourquoi ne pas aller voir les autorités? Vincent sourit froidement. Parce que l'enquête des autorités prendrait des mois, pendant lesquels Roger pourrait disparaître avec votre argent. J'ai pensé que vous préféreriez une résolution plus immédiate. Les trois hommes échangèrent un regard. Vincent lisait le calcul dans leurs yeux, le coût d'une action en justice par rapport à celui d'autres solutions. Que proposez-vous? Demanda Delroy. Roger a prévu de me faire accuser de détournement de fonds. Il m'a licencié. Ma femme divorce et ils m'ont présenté comme le bouc émissaire idéal. Je propose qu'on retourne la situation. Comment? Vincent sortit une autre série de documents. Roger a collaboré avec sa sœur, ma femme, pour cacher l'argent volé. Il prévoit d'utiliser mon accord de divorce pour légitimer une partie des fonds, puis de disparaître ensemble. Mais il y a un problème avec leur plan, ils ne savent pas qui je suis vraiment. Le sourire de Vincent était prédateur. Messieurs, avant de devenir Vincent Hartley, un inconnu de la banlieue, j'étais quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec des compétences qui seraient très utiles pour récupérer votre argent. Vance se renversa dans son fauteuil. Quel genre de compétences? Celles qui ont convaincu Marcus Torino de me fournir les relevés financiers détaillés de votre investissement. Celles qui m'ont permis de retracer l'argent de Roger auprès de 3 banques offshore différentes. Celles qui pourraient inciter Roger DeWitt et sa sœur à restituer ce qu'ils ont volé. Delacroix sourit et Vincent reconnut une âme sœur. Que voulez-vous en échange? Je veux que Roger et Crystal perdent tout. Je veux qu'ils comprennent ce que l'on ressent lorsqu'on est trahi par quelqu'un en qui on a confiance. Et je veux votre permission d'utiliser tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Prescott parut mal à l'aise. Monsieur, en partie. Nous sommes des hommes d'affaires, pas des criminels. Bien sûr que non, acquiesça Vincent. Mais parfois, les affaires exigent des solutions créatives. Marcus peut vous fournir des détails sur mes précédents travaux si vous souhaitez des références. La réunion se poursuivit pendant 1 heure, au cours de laquelle Vincent exposa son plan dans les moindres détails. En quittant le Continental Club, il avait quelque chose qu'il n'avait pas possédé depuis 8 ans. Le soutien d'hommes aux ressources illimitées et à la morale inflexible. Chapitre 8. La destruction. Le téléphone de Crystal sonnait sans interruption depuis 3 jours. 67 appels d'avocats, d'enquêteurs et de personnes dont elle ne reconnaissait pas les noms, mais dont les voix portaient une menace indéniable. Assise dans son salon, entourée de documents juridiques et de verres de vin vides, elle cherchait à comprendre comment son plan parfait avait pu échouer à ce point. Tout avait commencé avec Trevor. Son associé avait brutalement dissous leur partenariat, forçant Trevor à racheter les parts de Gary dans l'entreprise sous peine de liquidation judiciaire. Sans capital disponible, Trevor avait été contraint de vendre ses biens, dont la Mercedes et la montre de luxe que Crystal admirait. Son ex-femme avait également porté plainte pour outrage au tribunal, exigeant le paiement immédiat de la pension alimentaire et des pénalités. Puis, le monde de Roger s'était effondré. Les commanditaires lui avaient présenté des preuves de détournement de fonds si complètes et si méticuleusement documentées qu'il était impossible de les nier. Ils lui avaient donné 24 heures pour restituer leur argent sous peine de sanctions bien au-delà des poursuites judiciaires. Mais le pire, c'était Vincent. Son pathétique mari d'âge mûr avait disparu de sa chambre de motel, ne laissant derrière lui qu'un mot. Certains loups sont très doués pour se déguiser en moutons. Les mains de Crystal tremblaient tandis qu'elle se versait un autre verre de vin. Les papiers du divorce étaient signés sur sa table basse, et elle commençait à comprendre qu'ils pourraient ne jamais être signés. Son avocat avait cessé de la rappeler après avoir reçu une sorte de dossier d'information lui recommandant de trouver immédiatement un autre avocat. La sonnette retentit et Crystal sursauta. Elle attendait ce moment depuis des jours, mais elle n'était toujours pas préparée lorsqu'elle ouvrit la porte et découvrit Vincent debout sur son porche. Il avait changé. L'homme débraillé et abattu qui était parti avec ses valises avait disparu. Ce Vincent portait un costume coûteux. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son regard froid et calculateur. Le plus troublant, c'est qu'il souriait. « Bonjour, Crystal. Il faut qu'on parle. » Elle recula et le laissa entrer. « Vincent, je ne sais pas ce que tu fais, mais je récupère ce qui m'appartient. » Vincent entra dans le salon et examina les meubles coûteux d'un œil neuf. « Cette maison, par exemple, savais-tu qu'elle était à mon nom? »
Tu voulais la mettre à nos deux noms quand on l'a achetée, mais j'ai insisté pour qu'elle reste à mon nom pour des raisons fiscales. Tu te souviens? Le sang de Cristal se glaça. Le divorce n'aura pas lieu. Vincent s'assit dans son fauteuil préféré, parfaitement à l'aise. Tu vois, Cristal, on ne divorce pas de quelqu'un qui n'existe pas. Et Vincent Hartley, un inconnu d'âge moyen, est sur le point de disparaître à jamais. De quoi parles-tu? Le sourire de Vincent s'élargit. Mon vrai nom est Vincent Maroney. Je suis le fils d'Anthony Maroney, qui dirigeait l'une des entreprises d'importation les plus prospères de la côte et jusqu'à sa mort en 1998. J'ai hérité de son entreprise, de ses relations et de son approche plutôt flexible de la résolution des problèmes. Cristal s'affaissa sur le canapé, les jambes soudainement faibles. Tu mens. Vraiment? Dis-moi, Cristal, comment crois-tu que j'ai acquis les ressources nécessaires pour maintenir ce train de vie avec un salaire de manager? Comment crois-tu que je pourrais me permettre cette maison, ta voiture, tes bijoux, tes virées shopping? Tu as dit que tu avais des investissements. Moi, j'en ai. Des investissements très lucratifs. Le genre qui nécessite des permis et des assurances spéciaux. Vincent se pencha en avant, sa voix devenant à peine plus forte qu'un murmure. Le genre qui nécessite parfois de faire disparaître des gens. Le verre de vin de Cristal glissa de ses doigts engourdis et se brisa sur le parquet. Tu essaies de me faire peur. J'essaie de t'instruire. Vois-tu, Cristal, toi et Roger avez commis une erreur fondamentale. Tu as supposé que j'étais faible parce que j'avais choisi de vivre tranquillement. Tu as pris la retenue pour de l'incapacité. Vincent se leva et rajusta sa veste. Mais certaines situations exigent une approche plus directe. La porte d'entrée s'ouvrit et Roger entra en titubant, le visage pâle et les vêtements en désordre. Cristal, il faut partir maintenant. Les associés, ce ne sont pas que des investisseurs. Là, il s'arrêta en voyant Vincent, le visage blême. Bonjour, Roger. J'expliquais justement à Cristal que vous aviez tous les deux fait de très mauvais choix. La voix de Roger était à peine un murmure. Qui êtes-vous? Je suis l'homme dont vous avez essayé de détruire la vie. Je suis aussi celui qui va s'assurer que vous compreniez les conséquences d'une trahison. Vincent regarda sa montre. Vous avez 30 minutes pour faire chacun une valise. Ensuite, vous quitterez cette maison, cette vie et l'un l'autre pour toujours. Vous ne pouvez pas nous y obliger, commença Cristal. N'est-ce pas? Le sourire de Vincent était glacial. Cristal, votre frère a détourné plus de 300 000 $ à des gens très dangereux. Ils veulent récupérer leur argent et que quelqu'un paie pour le désagrément. Je les ai convaincus que vous et Roger êtes les responsables. Mais, vous savez, nous n'avons pas cet argent. Je sais. C'est ce qui rend la situation si tragique. Vincent s'approcha de la fenêtre, regardant le quartier où il avait vécu pendant 8 ans. Les associés ont convenu d'accepter d'autres formes de compensation. L'entreprise de Roger, cette maison, tes bijoux, ta voiture, tout cela devrait couvrir la majeure partie de tes dettes. Roger retrouva sa voix, et si nous refusons, Vincent se tourna vers eux. Et pour la première fois, ils virent le prédateur qui se cachait derrière le masque de la banlieue. Vous découvrirez alors pourquoi l'entreprise de mon père était si prospère et pourquoi ses ennemis avaient tendance à disparaître définitivement. Chapitre 9. La résolution. 6 mois plus tard, Vincent était assis dans le bureau de sa maison restaurée, lisant un article de journal sur la mystérieuse disparition de Roger et Cristal Dwight. Le journaliste spéculait sur des dettes de jeu, des entreprises en faillite et de possibles malversations. Mais la vérité était bien plus simple. Ils avaient couru comme Vincent l'avait prévu. Roger avait liquidé tous ses biens, remboursé une partie des fonds détournés et disparu dans la nuit avec sa sœur. Les contacts de Vincent les avaient retrouvés dans une petite ville du Mexique où il vivait dans la pauvreté et l'obscurité, un châtiment mérité pour des gens qui privilégiaient la richesse à tout. Trevor Kellerman avait connu pire. Dépouillé de son entreprise, de ses biens et de sa dignité, il avait été contraint de déclarer faillite et de retourner vivre chez ses parents âgés. Son ex-femme s'était acharnée à recouvrer la pension alimentaire impayée, et Gary Morrison avait veillé à ce que le manque de professionnalisme de Trevor se répande dans le monde de l'immobilier. Il ne travaillerait plus jamais dans le secteur. Le téléphone de Vincent vibra, un SMS de Marcus. Nouvelle opportunité d'emploi. Intéressé, Vincent sourit, mais secoua la tête. Il en avait assez de son ancienne vie. Vincent Maroney était mort et enterré, et Vincent Hartley avait du travail. La sonnette retentit et Vincent ouvrit pour trouver une jeune femme sur son porche. Elle avait la vingtaine, les cheveux blonds de cristal,
mais un regard bienveillant qui lui rappelait quelqu'un d'autre. Monsieur Hartley. Je suis Jennifer Kellerman, la fille de Trevor. Vincent l'observa attentivement. Que puis-je faire pour vous, Jennifer? Je voulais vous remercier. Sa voix était douce mais posée. Ce que vous avez fait à mon père, il le méritait. Il nous a abandonnés, ma sœur et moi, lorsque nos parents ont divorcé, et il a laissé ma mère se débattre pour payer les factures pendant qu'il courait avec ta femme. L'expression de Vincent s'adoucit légèrement. Je suis désolé que tu aies dû endurer ça. Ne le sois pas. Ma mère m'a raconté comment tu l'avais aidé à récupérer sa pension alimentaire et comment tu t'étais assuré que le tribunal était au courant des biens cachés de papa. On a enfin assez d'argent pour que je puisse finir mes études. C'est bon à entendre. Jennifer hésita, puis reprit la parole. Il y a autre chose. Les avocats qui s'occupent du dossier de ta femme. Ils avaient des questions sur les biens et l'héritage. Ils ont dit que tu aurais peut-être besoin d'aide pour organiser tes comptes. Vincent observa la jeune femme plus attentivement. Elle avait de l'intelligence dans le regard et autre chose. Une soif de justice qu'il reconnaissait. Tu cherches un emploi, Jennifer? Je cherche une chance d'apprendre auprès de quelqu'un qui sait comment arranger les choses. Son sourire était vif. Quelqu'un qui sait comment s'assurer que chacun obtienne ce qu'il mérite. Vincent lui sourit en retour, reconnaissant une âme sœur. Entre, parlons. En fermant la porte derrière elle, Vincent réfléchit aux leçons de l'année écoulée. Crystal et Roger lui avaient appris que même la vie la plus soigneusement construite pouvait être détruite par la trahison. Mais il lui avait aussi appris autre chose. Parfois, la seule façon d'obtenir justice était d'embrasser les ténèbres que la société civilisée préférait ignorer. Il avait passé 8 ans à essayer d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus doux et de plus indulgent. Mais certaines trahisons exigeaient une réponse qui allait au-delà du simple pardon. Certains avaient besoin d'apprendre que les actes avaient des conséquences et que certains loups n'oubliaient jamais le goût du sang. Vincent Hartley était revenu à Cedar Falls, mais il n'était plus l'homme qui l'avait quitté. Il était devenu plus dangereux, un prédateur qui avait appris la patience, un chasseur qui comprenait l'importance de paraître inoffensif jusqu'au moment de frapper. Les enfants du quartier jouaient encore dans son jardin, et ses voisins le saluaient encore de la main en le voyant travailler dans son jardin. Mais maintenant, Vincent connaissait la vérité sur lui-même et sur le monde dans lequel il vivait. Certains moutons étaient en réalité des loups, et certains loups étaient très doués pour attendre le bon moment pour révéler leur véritable nature. Finalement, Crystal et Roger avaient raison sur un point. Vincent ne s'était jamais vraiment intégré à leur monde de cruauté désinvolte et de trahison calculée. Il appartenait à un monde bien plus sombre, un monde où la justice était rapide et définitive, et où certaines dettes ne pouvaient être payées que par le sang et la peur. Mais c'était une leçon pour un autre jour, et pour d'autres ennemis qui n'avaient pas encore révélé leur véritable identité. Pour l'instant, Vincent se contentait de cultiver son jardin et de planifier l'avenir, c'est d'avoir fait pencher la balance de la justice en sa faveur. Certains loups, après tout, étaient très doués pour se déguiser en moutons. Et certains moutons étaient assez intelligents pour ne plus jamais faire confiance à un loup. C'est ici que notre histoire s'achève.